vont aussi avoir une fonction qui n'est pas si honteuse que ça. C'est d'encadrer les exigences pulsionnelles, de détacher l'enfant d'une espèce d'impulsivité que normalement il aurait, hein, cette impulsivité de l'emprise de la satisfaction immédiate. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas scandaleux. On va lui apprendre à passer par un certain nombre d'étapes. Hein. Elle construit une capacité d'élaboration psychique, hein, qui va le décaler du fonctionnement réflexe du premier étayage, hein. Mais c'est aussi donc le temps où on va acquérir des compétences nécessaires pour agir sur l'environnement. Et on a fait notre dernier colloque en invitant un certain nombre de collègues pour réfléchir sur le plaisir de faire quelque chose, faire un acte, réussir dans un acte, hein, et agir sur l'environnement de façon constructive. Et faute de ce double travail, apprendre à contenir sa pulsion et apprendre à aller vers le monde dans une dimension créative, eh bien, sinon on a des enfants qui vont rester objets de leur pulsion, objets d'une attente comme ça au premier degré, qui vont répondre par de la gifle, qui vont répondre par de la violence, hein, dès qu'on essaiera de leur mettre des limites. Et on pourrait dire que faute d'avoir été éduqués au sens que je viens rapidement de donner, les exigences pulsionnelles devront être contraintes, c'est-à-dire qu'on devra passer par la force, on va confisquer l'objet, puisqu'on n'arrive pas à lui faire poser l'objet, on va devoir multiplier les interventions autoritaires, hein, et on va devoir rentrer de plus en plus dans cette espèce de contention pulsionnelle externe qui est dangereuse, parce que c'est une éducation par le rapport de force. Hein. Or, aujourd'hui, une hypothèse que je vous propose de partager, c'est une hypothèse, c'est que cette montée des dangers que l'on sent, ça, cette espèce de sentiment que nous ne contrôlons plus notre jeunesse, cette espèce de sentiment de banalisation et d'intensification des usages, on ne saurait plus comment faire avec ces usages, hein, vient relancer le mouvement de la loi de 70, alors qu'officiellement on voudrait l'abandonner, hein, et nous encourage, ou encourage un certain nombre de politiques, encore plus, à abandonner le recours à l'éducation, à se recentrer sur une posture où il suffirait de faire voter une loi, de rajouter un interdit supplémentaire, de pénaliser encore un peu plus quelque chose pour que ça marche. On a vu une espèce de déferlement, hein, d'interdits, mais qui sont posés comme ça, qui sont posés en l'air, qui sont posés dans le texte. Le risque, pour moi, hein, c'est une hypothèse de réflexion, c'est de laisser une société toujours plus addictogène, qui sollicite toujours plus la pulsion, répondent paradoxalement par toujours plus de législation, toujours plus de médication, et de moins en moins d'éducation et de prévention. Et là, c'est les familles qui vont être écartelées, hein, entre cette sollicitation hyper consumériste dans lesquelles elles sont plongées, et puis les messages d'alerte, hein, les messages d'hygiène, les messages de rappel à la loi, et ils vont se retourner en disant « mais qui peut m'aider ?» Voilà. Alors, pour moi, là-dessus, c'est donc un encouragement à se retourner vers les familles et à essayer de nouer avec elles une alliance un petit peu éducative. Alors, la proposition, je vais essayer du coup d'avoir le temps de faire des propositions, donc j'enchaîne, ça va être la deuxième partie de mon intervention, de vous dire, voilà, si vous avez en tête cette hypothèse, que l'hypersollicitation consumériste ne serait pas pour rien. Je ne dis pas que ça explique tout, n'en faites pas un mécanisme de causalité un peu naïf, hein, je ne veux pas... Bon, c'est le principe de l'intervention, il faut un peu schématiser, aller vite, mais on pourrait nuancer ça. Mais si on fait l'hypothèse que cette hyper-sollicitation consumériste ne serait pas pour rien dans cette apesanteur éducative dans laquelle tout ou presque, du coup, nous fait peur en termes d'addictifs. Les substances comme autrefois, mais les écrans, Internet, les comportements alimentaires, la sexualité. Si vous ouvrez le journal, chaque jour il y a un nouvel objet qui peut devenir, c'est comme le cancer, chaque jour il y a un nouveau produit qui va vous rendre malade. Tout nous rendrait addictifs. Et du coup, ça nous demanderait de dire, les réponses ne peuvent pas être uniquement des réponses soignantes, quelle que soit l'amélioration du soin. Et donc, tournons-nous vers autre chose. Alors les plus pessimistes nous disent c'est trop tard, c'est comme le réchauffement, l'être humain est en train d'être modifié, il devient de plus en plus con, c'est la théorie, est-ce qu'on est multitâche ou pas, est-ce que notre cerveau est complètement en danger, est-ce qu'il est connecté, alors il y a des... Là-dessus, je ne sais pas qui gagnera, moi je suis ça avec beaucoup d'attention, donc on va faire un colloque là-dessus, je reste très prudent, parce qu'on ne sait jamais, voilà. Mais voilà, il y a des personnes là-dessus. De l'autre côté, il y a ceux qui disent non, si on travaille un peu sur l'éducation, on peut s'en sortir. Alors bien sûr, quand on travaille sur l'éducation, il y a des risques.
Certains nous disent, revenez au 19e siècle. L'éducation, c'est quelques principes de base. Tu fermes ta gueule et t'obéis. Allez au plus simple. Hein. Et je vous propose donc de regarder les 3 grands principes éducatifs que le clinicien que je reste voit quand il reçoit des familles dans sa consultation. Le premier, c'est fais attention. Donc là, il vient dire fais gaffe. Vous avez dit, c'est dangereux. Hein. 2 choses sur l'attention. L'attention, c'est bien sûr une des vertus numéro 1 de l'éducation. Le regard des parents sur les premiers jeux exploratoires de l'enfant est guidé par ce souci de l'attention. C'est le souci d'enlever le danger. Quand vous avez un nourrisson, vous le regardez avec attention, vous êtes attentif pour lui, vous lui enlevez tous les dangers qui sont sur le tapis autour de lui. Et je vous donne cette très belle citation de Cynthia Fleury, c'est la base de l'empathie. Hein. Faire famille pour elle, elle dit que faire famille, c'est faire de l'attention l'écosystème de l'individuation. Faire de la famille, de l'attention l'écosystème de l'individuation, elle dit « J'ai grandi sous l'œil, pas celui de la surveillance, celui de l'attention, sous l'œil et donc déjà séparé. » Mais l'attention n'est pas que dissuasive, elle n'est pas que interdiction, elle n'est pas prétexte pour tout interdire, elle est aussi ce qui va nous permettre de sélectionner l'information pertinente, remarquer, choisir. Chaque société va avoir à dire est-ce que je forme l'attention ou est-ce que je capte l'attention des jeunes que j'éduque. Hein. Former l'attention, c'est former la capacité à devenir responsable de soi et de l'autre, à se limiter. Cette capacité demande du coup de contenir une certaine pression publicitaire, le marketing, d'accepter d'exercer nos sens, la vision, l'audition, le goût, la pensée critique. Capter l'attention, c'est beaucoup plus simple, c'est occuper le temps et l'espace nécessaires à l'élaboration de la pensée par ces situations qui étourdissent nos enfants d'images et de sons. L'attente d'un message, d'un SMS, le choix prédéterminé, c'était dit ce matin, hein, des logiciels qui suivent, ou l'hypersollicitation de la pulsion par ces objets. À l'attention distraite d'un regard, on va remplacer l'attention captée par un objet. Alors, aider les parents sur ce première phrase qui est « fait attention », ce serait, aider les parents à jouer leur rôle de fil dans la rencontre du monde, ce serait un peu les aider à contenir cette espèce de pression qui vient capter l'attention de leur enfant. Et là, on a une vraie question à se poser, plutôt que de dire que certains parents ont abandonné l'attitude éducative, qu'ils sont laxistes, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de regarder comment on les a mis en situation de faiblesse par rapport à ce rôle d'éducation de l'attention. La deuxième grande injonction éducative, c'est interdit. Là, pour ceux qui ne sont pas encore complètement décrochés dans les wagons, c'est le grand débat sur la perte de l'autorité. La baisse de la valeur autorité. Vous tapez baisse de la valeur autorité, vous tapez crise de l'autorité, c'est merveilleux. Google, il vous dit tout. Hein. Elle est largement mise en avant, autant que les pratiques et les dispositifs où elle est distribuée de façon hiérarchique sont en retrait. Hein. Tout fout le camp, monsieur. Or, vous le savez, quand l'autorité faiblit, l'autoritarisme monte. C'est un peu facile, c'est un peu rapide, mais hélas, on en a quelques indices. Or, rappelons-nous une chose, l'interdit éducatif fonctionne d'abord comme quelque chose qui vient protéger l'humain. Et ça vient protéger là où on pourrait être mis en danger. L'interdit n'est pas quelque chose qui vient me limiter d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui vient me protéger là où je pourrais être mis en danger, justement par l'absence de règles. Le premier interdit, c'est celui qui m'évite d'être plongé dans la loi de la jungle. Et l'interdit, c'est quelque chose qui vient se mettre entre les choses, entre moi et les objets, et tous les jeux de règles ont pour but de me faire sentir ce bénéfice que j'ai de partager un certain nombre de règles et un certain nombre donc de limites. Et l'interdit va humaniser une conduite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'humanise sans obligatoirement en empêcher l'exercice. Elle ne rend pas impossible. Ce n'est pas la prohibition, ce n'est pas l'interdit absolu, ce n'est pas le tabou, c'est quelque chose qui contient dans un espace-temps relativement limité. C'est là qu'on retrouve tout l'intérêt, vous l'aviez évoqué, de ces jeux d'enfants, dont les règles ont pour but de permettre que le jeu, c'est-à-dire le relâchement, se fasse sans violence et sans abîmer l'objet. Et c'est là qu'on retrouve toute une pédagogie du jeu et de l'éducation. Interdire est donc bien différent de la peur qui humilie, c'est bien différent de ce qui se contente d'empêcher en enlevant et en empêchant de faire, dans un rapport de force, plus proche de la loi du plus fort
que d'un rapport éducatif. Éduquer, c'est donc accompagner l'expérience, engager dans un système de relations qui fera lien contenant, c'est donner du sens et donner des règles. Enfin, l'autorité pose une dernière question, celle de son détenteur. Qui est détenteur de l'autorité? Et un des problèmes qu'on a eu ces dernières années, avec l'évolution des technologies, c'est qu'effectivement, la posture de détenteur d'autorité, de détenteur d'un savoir, notamment dans l'éducation nationale ou dans un certain nombre de fonctions, a été mise à mal par les nouvelles technologies. Vous n'avez plus besoin de passer par le maître pour savoir, puisque vous pouvez trouver par Internet. Mais vous n'avez plus besoin d'aller voir le médecin, obligatoirement, pour savoir, puisque vous pouvez vérifier sur Internet. Et tout un tas de professions qui existaient parce qu'elles avaient le monopole du savoir se trouvent blackboulées parce qu'elles n'ont plus le monopole du savoir. Alors, des fois, il y a des trucs réglementaires, même si vous avez eu par Internet, vous avez besoin de l'ordonnance, même si vous avez besoin de l'Internet, vous avez besoin de la note, ainsi de suite. Et si j'avais le temps, je vous raconterai mes débats avec mes fils sur l'intérêt ou pas de connaître une poésie pour la trouver sur Internet, parce que ce n'est quand même pas par hasard qu'on trouve la poésie sur Internet. Mais bien sûr, ils me disent, du coup, on n'a quand même plus besoin d'apprendre par cœur, parce que nous, contrairement à toi, avec Internet, on peut la lire en entier, alors que toi, tu bugs au milieu du poème que tu essayes de réciter, et tu nous fais chier, parce qu'en plus, c'est toujours les mêmes que tu récites, parce que ta mémoire est limitée, contrairement à celle de notre support à nous. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, le problème de l'autorité, c'est de dire nous ne pouvons plus la fonder sur la même chose, la détention du savoir, l'autorité de droit divin, mais nous devons la refonder sur la nécessité de partager un espace commun, et j'entendais très fort ce que vous disiez par rapport à ces fameux Vaudois dont j'entendais encore parler récemment dans un colloque où des collègues suisses étaient là. Un jour, je vais aller voir les Vaudois, ça me paraît une sous-catégorie à rencontrer une fois le sexe. Voilà. Alors, l'attention, l'autorité, le troisième, et j'en aurai fini, je ferai ma conclusion après, c'est merveilleux. Hein. La troisième grande injonction, c'est ne te laisse pas influencer. Quel parent n'a pas porté témoignage que son fils était parfait, ou sa fille était parfaite, avant qu'il ou elle rencontre les autres? Ces putains de copains mal élevés, eux, qui ont exercé leur influence diabolique sur ce chérubin qu'on vous présente. Le chérubin vous regardant avec, éventuellement, quelques doutes sur l'état de chérubin qu'il serait censé représenter. Lui voit plutôt les copains comme des gens extraordinaires, grâce auxquels il peut se détacher de ces horribles monstres que sont ses parents, qui sont dans les deux fauteuils, à côté du thérapeute, qui est l'autre monstre dont il faut essayer de gagner la bienveillance suffisamment pour qu'ils disent aux parents, laissez-le, patron, pour qu'ils disent, mais ramenez-le moi quand même un petit peu. Voilà. Alors, cette histoire de résister à l'influence, moi je trouve, elle est extraordinaire. Parce qu'on est dans une société de l'hyper-influence. On est la société qui a inventé le marketing, on a une société qui a inventé la publicité, on a une société où des budgets énormes sont dépensés par un certain nombre de personnes pour nous faire penser, nous faire décider, nous faire acheter. On va rentrer dans une période où vous êtes censé, de façon tout à fait neutre, acheter un certain nombre d'objets pour vos enfants. Alors, allez-y si vous arrivez à résister à la pression, ce sera très bien. Hein. On est dans une société qui a même des moyens qu'il ne faut pas négliger. Et pour travailler, de par mon boulot de président, avoir le privilège de rencontrer une ou deux fois par an, par exemple, les représentants et les grands patrons de l'industrie des jeux en ligne, enfin de ces jeux qui se vendent en ce moment, je peux vous dire que les moyens dont ils disposent, ça évoque le lobby de l'alcool, ça se monte à toute allure, hein, et les travaux qu'ils financent en neurosciences pour faire en sorte que l'on soit influençable, et que l'on ait plaisir à se faire capter l'attention, c'est peanuts à côté des quelques royalties qu'on essaye de vous arracher pour faire un plug ou SFP ou autre programme, et ainsi de suite. C'est peanuts. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens extraordinaires. Donc, il ne faut pas être découragé là-dessus, mais c'est une façon de dire que la crise de la discipline n'est pas que de ce côté-là. Voilà, il y a aussi une espèce de critique que l'on devrait pouvoir avoir d'une société de l'hyper-influence, hein, d'une société du conditionnement, et où on devrait pouvoir un petit peu regarder les choses en disant nos enfants ne sont peut-être pas aussi tarés qu'ils en ont l'air, les familles n'ont peut-être pas aussi faibles qu'elles le sont, mais il y a une pente et une tendance dont on n'a peut-être pas pris suffisamment la mesure et sur lequel on ne travaille peut-être pas assez. Alors pour moi, en vous écoutant, je me sentais en pays
pour le coup, de convergence, hein, parce que du coup, une partie de ce qui paraîtrait normal, ce ne serait pas de dire cette société est pourrie, elle est toute méchante. Je ne ferais pas le métier que je fais si je pensais que c'est avant que c'était mieux et que l'on va vers quelque chose de merdique. Je ne pourrais pas m'occuper d'adolescents si j'avais en moi la conviction que quelque part, il n'y a pas quelque chose de mieux qui les attend et que c'était là où j'étais avant, que c'était bien. Mais je pense que nous devons être capables de changer nos modèles, de dire nos priorités ne doivent plus être les mêmes et de dire que du coup, il ne faut pas lâcher sur l'éducation, bien sûr, comme disent un certain nombre de nos amis. Mais ne pas lâcher sur l'éducation, ça ne veut pas dire nous revendre l'éducation du 19e, du 18e ou autre. Ça veut dire fabriquer l'éducation aujourd'hui par rapport aux objets d'aujourd'hui et par rapport au mode de vie d'aujourd'hui. Et c'est là-dessus, me semble-t-il, que nous avons un vrai effort à faire pour repenser les règles. Tu vois que j'arrive quand même à la question que tu m'avais posée, avec, j'espère, que vous trouverez de votre côté un minimum de cohérence. Juste une petite citation avant d'attaquer ma conclusion, comme je me sens détendu. Je vais du coup redépasser un peu le temps, mais pas trop. Une citation de Zygmunt Bauman. Même et surtout, voilà, on doit refaire un travail autour de l'introspection, refaire un travail autour du silence, autour de la pensée. Pourquoi ne pas le dire, le mot est important, autour de la spiritualité. Ça n'a pas à voir avec d'autres choses, mais qui est nécessaire chez un humain, même et surtout dans cette société qui a débridé totalement les désirs humains sans laisser aucune place au rôle restrictif des valeurs. C'est le mécanisme du marché qui prend maintenant sur lui le rôle du juge, de guide de l'opinion, de contrôle des valeurs. Alors pour conclure, bien sûr qu'il faut en revenir au travail éducatif. Alors je vous propose de revenir en 3 temps. L'éducation, le premier, on a vu rapidement qu'elle ne peut se réduire à empêcher. L'éducation, c'est pas juste interdire, et donc, sans faire trop longtemps là-dessus, dans l'histoire des drogues, c'est pas juste prohiber. C'est pas juste des lois de prohibition qui nous feront en sortir. Et face à l'échec des injonctions éducatives, cette intention forte d'abandonner l'effort d'éducation est un piège. Au contraire, il faut essayer de travailler autrement que dans l'interdit absolu ou dans la limite. Bien sûr, il peut être utile de faire preuve d'autorité. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça peut être utile d'éloigner l'enfant d'une pression trop forte d'un groupe. Ça ne me gêne pas. On peut vouloir le protéger d'une sollicitation trop systématique. Ça peut être utile même de sanctionner tel ou tel acte délictueux qu'il a fait, mais on ne peut couper un enfant, on peut couper quelqu'un qu'on veut éduquer de sa capacité à faire expérience de sa vie. Et ça, on doit le garder en tête, on ne peut couper la personne de sa capacité à faire expérience, d'où tout l'intérêt de travailler autour de choses qui accompagnent l'expérience. Et c'est ça qui me paraît au cœur des règles éducatives, tracer un cadre pour l'adolescent, en déterminer le contenu, quitte à l'assouplir au fur et à mesure qu'il grandira. Et si on fait ce travail-là, adapté aux objets d'aujourd'hui, on retrouvera ce cadre que l'adolescent va petit à petit, comme nous l'avons fait, introjecter, et il aura son propre cadre et ses propres limites. La deuxième chose, c'est l'éducation, elle ne peut pas se faire par délégation. Alors on essaye de déléguer, les autres disent c'est à l'école, on va remettre le service militaire, on va peut-être les réenvoyer dans les champs un peu travailler la terre comme autrefois. Quel est l'intérêt d'avoir inventé tout ce qu'on a inventé s'il faut les remettre dans les champs, se péter les reins? Moi j'ai un grand-père qui a terminé à 90 degrés. Si on a tellement merdé notre éducation qu'il faut resadiser les gens pour les éduquer, excusez-moi, il faudra qu'on m'explique quelque chose, à quel moment on a raté une porte. Mais là aussi, c'est la deuxième tentation face à l'échec et à la trouille qu'on a, c'est de déléguer. Alors, autre délégation, la technologie, les aides chimiques et techniques, le bracelet électronique pour surveiller le délinquant, la veilleuse connectée qui informe du sommeil de l'enfant, la surveillance à distance, personne ne le fait ici, mais par téléphone, portable, on appelle le gamin, mais tu es où? Parle-moi, pourquoi tu ne réponds pas tout de suite? Quels sont les bruits qu'il y a derrière? Pourquoi ça rigole derrière toi? Le radar, j'ai connu un président de la Mildeka qui me disait « Coutron, arrêtez vos conneries. La seule chose qui a marché pour les Français, c'est l'amende et le radar. » Un programme, voilà. Le radar qui contrôle la vitesse, tous ces objets connectés. Alors là aussi, je râle pas. Elle sait que je suis arrivé à l'heure aujourd'hui parce que si j'avais pas eu mon GPS, je me serais perdu. Mais ces objets peuvent venir compléter, ils peuvent venir en renfort, ils ne devraient pas venir se substituer à, ils ne devraient pas venir à la place de la présence des parents, et donc ils ne devraient pas venir à la place de ce travail d'attention et de face à face
que reste le travail éducatif. Je me rappelle un jour un père à qui j'avais dit, son fils avait des conduites d'alcoolisation, il me disait pourtant on fait ce qu'on vous a dit, ce que vous nous avez dit, on envoie Hubert le chercher et Hubert le ramène. Je dis, vous êtes couché quand il revient? Ah ben oui, mais c'est pas pareil. Restez réveillés. Si vous n'avez pas envie d'aller le chercher, mais restez au moins réveillés. Que quand il rentre, s'il n'arrive pas à mettre la clé dans la serrure, ce soit devant vous, qu'il y ait une discussion. C'est tout con, hein. Il l'a fait 2-3 fois, ça relançait quelque chose de la discussion éducative entre le père et l'enfant. À la point que la 4e fois, mais je crois qu'il voulait faire du zèle, il est lui-même allé avec sa voiture chercher le gamin. Là, c'était un peu trop, le fils lui a dit, attends, je passe pour un con quand tu veux chercher le gamin. Mais on sourit de ça. Mais cette délégation éducative est vécue comme un abandon éducatif et comme une transmission à quelque chose qui enlève ce qu'est le face-à-face. Et donc, un deuxième cadre, le cadre parental. Un cadre de l'adolescent, un cadre parental, et le dernier cadre, ce sera ma conclusion, c'est celui sur lequel on a le plus à travailler ces derniers temps, c'est le cadre institutionnel, c'est le cadre politique, hein, qu'il s'agisse de la prohibition dans le cas du cannabis ou d'autres substances illicites, qu'il s'agisse de ces règles concernant l'alcool ou le tabac, les jeux d'argent. Et l'hypothèse que je vous propose, c'est que l'adolescent se confronte d'autant plus violemment à ce dernier cadre que les deux premiers ne l'ont pas contenu, que les deux premiers n'ont pas joué leur rôle. Ou bien, si on renverse le problème, l'absence de régulation qui règne aujourd'hui dans ce dernier cadre, l'absence de volonté politique dans ce dernier cadre, va mettre de plus en plus sous pression le cadre personnel de l'adolescent ou le cadre parental des familles. Cela se retrouve dans tout un tas de dilemmes. Faites la discussion de l'argent de poche aux consultations jeunes consommateurs, c'est passionnant. Faites la discussion des horaires de sortie, hein, avec les parents clivés entre soit je lui donne pas d'argent de poche, mais il va aller michetonner ou dealer selon un. Donc du coup je lui donne l'argent de poche, mais à ce moment-là il se met en danger au niveau de sa santé. Ah, mais s'il se met en danger, si je lui donne, et puis si jamais il se fait prendre, alors là il va être en danger du côté de la loi. Enfin, on ne sait plus penser ces choses-là parce qu'effectivement on n'a pas pensé à articuler nos cadres. Ce dernier cas nous inviterait pourtant à repenser nos politiques publiques dans l'axe de la régulation. Et pour cela, et ça va être ma conclusion, il faut distinguer d'abord deux choses qu'on confond, me semble-t-il, un peu trop. La nécessité propre à l'être humain de repousser les limites, d'aller voir ce qui est inconnu, et la transgression d'un interdit. Ce n'est pas la même chose. La vie d'aller plus loin, l'envie de découvrir ce qui est caché, ce que la génération précédente n'a pas encore trouvé, c'est le cœur de l'invention. C'est du côté du progrès, c'est du côté de la science. La transgression d'une règle posée, elle, ça met à l'épreuve une autre capacité. Il faut donc y répondre autrement. C'est la capacité à accepter une limite, à accepter d'être contraint. La première, c'est la science et l'invention, et ses découvertes. Elle n'est pas obligatoirement à voir avec les usages. On n'a pas obligé de transgresser des règles d'usage pour ça, et des comportements à risque. L'autre, la transgression, ça concerne les lois, les limites éducatives, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on transgresse, on est automatiquement un criminel. Et c'est bien un des problèmes actuellement d'avoir tellement pénalisé un certain nombre de comportements que dès les premières transgressions, nous avons fait de la moitié de nos enfants, à cause du cannabis, des criminels. En plus des criminels qu'on n'ose pas sanctionner parce qu'on se rend compte qu'il est con, ce qui finit de rendre le dispositif complètement destructeur pour moi en termes d'éducation. Donc premier point, réfléchissons, si on est encore capable de le faire, entre cette pulsion de découvrir et d'aller au-delà et la transgression, et ajustons un peu nos réponses en politique publique. Le deuxième, c'est en tant que parent, alors ça va peut-être choquer les plus militants d'entre vous, mais en tant que parent, moi je suis très clair, nous ne pouvons pas être complices des transgressions. Ce n'est pas notre rôle. Que l'adolescent ait envie de transgresser, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas notre rôle, et donc nous, on doit travailler du côté de l'interdit, même si on le conteste. On doit rappeler la loi et sa logique, et du coup, ça nous amène à des débats qui sont parfois épuisants, je ne sais pas où vous en êtes.